Bonjour, est-ce que vous m'entendez tous clairement? Ok. Alors je vais arriver très vite sur ma formation, donc je commence par vous remercier d'être là et je me réjouis d'avoir vos échos à la fin de cette présentation. Je vous propose de présenter et puis à la fin on part sur des questions, débats. Alors je vais vous décrire l'étude, les participants, le terrain d'étude, donc Genève, et les objectifs de cette étude. Donc je suis, comme monsieur l'a dit, étho-anthropotechnologue. Donc en effet, c'est assez particulier. J'ai fait des études de biologie, éthologie, comportement des animaux. Et puis j'ai complété ma formation en anthropologie. Donc l'idée, c'est vraiment d'analyser les techniques de gestion, les techniques de chasse, pour mieux comprendre le lien entre les humains et les animaux. Alors je suis citadine, née au centre de Genève, et je me suis approchée de la chasse, du cas de Genève, parce que j'ai réalisé un mémoire sur les clôtures qui sont mises contre les sangliers dans le Mandement genevois, et ça m'a permis de me rendre compte de tout ce qu'il y avait tout ce qui se passait quand il n'y avait pas de chasseurs. J'ai été mandatée par un chasseur garde auxiliaire du canton de Vaud, qui est gestionnaire de fortune à Genève, donc il travaille à Genève, et il est amené à beaucoup voyager dans le cadre de sa profession. Ce qui fait qu'on lui demandait souvent qu'est-ce qui se passe à Genève lorsqu'il n'y a pas de chasseurs. C'est donc lui qui a initié le projet et qui a trouvé les fonds auprès de chasseurs privés de l'étranger principalement pour réaliser cette étude. Cette étude a été chapeautée par Enquête, une plateforme d'anthropologie qui sont les administrateurs du coup de l'étude. Et puis la source, c'est le service de la nature genevois, la DGAN, Direction générale de l'agriculture et de la nature, qui justement m'a donné des informations, comme vous le verrez, notamment sur les chiffres, et avec qui j'ai fait pas mal d'entretiens avec leurs employés, les fonctionnaires. Donc. Alors le canton de Genève, qu'est-ce que c'est? 500 000 habitants pour 28 000 hectares, donc on est à plus de 2000 personnes par kilomètre carré, une densité assez énorme, avec 3 000 hectares de forêt et 10 000 hectares d'agriculture. Donc la votation, l'arrêt de la chasse est arrivé en 1974. C'est un canton qui quand même est agricole, on va le voir, et qui est très enclavé. Donc en 1974, il y a eu un gros mouvement de la part des protecteurs qui ont fait énormément d'informations. Les chasseurs n'en ont pas fait forcément parce qu'ils n'imaginaient pas qu'il pourrait y avoir une réaction à une votation. Et du coup, il n'y a que 21% de la population qui a été votée, et ça a été, la suppression de la chasse a été votée à 75%. Donc c'était assez massif, et c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les médias. Hein. On a vraiment décidé d'arrêter la chasse à Genève, mais c'est cette population citadine qui était un peu déconnectée de ce qui se passait dans les campagnes qui a fait ce choix. Les agriculteurs se sont posés pas mal de questions et les chasseurs ont été bien étonnés. Donc les chasseurs, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Les chasseurs augmentaient, les surfaces diminuaient avec de plus en plus de construction, et puis il n'y avait que du petit gibier, hein. Il n'y avait pas encore le sanglier qui s'était répandu. C'est à partir de 75-76 qu'il a commencé à vraiment envahir gentiment le territoire. Et il y avait des lâchers qui étaient très proches de l'ouverture, parce qu'à cette époque-là, on pouvait encore lâcher les animaux avant de les tirer, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui en Suisse. Donc on est bien sur de la réintroduction qui est uniquement à but scientifique. Il n'y a plus de lâcher qui est fait d'animaux pour des tirs, comme c'est le cas dans nos pays voisins en France. Alors Genève, on est quand même sur 36% du territoire qui est cultivé. On a la plus grande commune viticole de Suisse, ça peut étonner en Valais, mais c'est une certitude. D'ailleurs, ça a provoqué pas mal de conséquences au niveau du vin par rapport au sanglier. Et puis, par contre, on est bien d'accord qu'il y a très peu d'exploitation par rapport à la Suisse. Hein, on n'est que sur 1% d'exploitation, à savoir qu'il y a 400 agriculteurs. Hein, pour 400 000 habitants, plus de 400 000 habitants. Donc Genève, qu'est-ce que c'est? Donc une partie du bassin franco-valdo-genevois. Donc on est entouré par la France principalement, et puis une toute petite partie du canton de Vaud. Alors je vais vous parler maintenant des objectifs de l'étude. C'était vraiment de tester deux postulats qui sont ressortis de mon mémoire.
Donc je me suis rendu compte que beaucoup d'agriculteurs, notamment, j'avais interrogé 20 agriculteurs dans le cadre de ce mémoire, me disaient la gestion de la faune à Genève, elle coûte beaucoup trop cher. Et puis les prix des permis, ce que j'entendais notamment comme référence en Valais, les prix des permis de chasse compensent hors Genève les frais de gestion. Alors c'était un petit peu les deux postulats de base, c'est ce qui intéressait aussi l'initiateur du projet, comme je vous l'ai dit, mais moi je ne suis pas uniquement sur les finances, hein, j'ai plutôt une formation au niveau de l'environnement et des sondages par rapport à la population, et c'est pour ça qu'on a aussi été sur ce terrain. Je vais vous présenter les résultats. Donc on parle bien de la faune chassable, chassable au sens de la loi fédérale, c'est-à-dire pouvant occasionner des dégâts, à Genève. Parce qu'à Genève, les seuls animaux qui sont chassés, donc tirés, c'est les animaux susceptibles d'occasionner les dégâts. C'est donc sur ça que je vais m'arrêter aujourd'hui. Donc le but, d'ailleurs je l'ai encore dit beaucoup aujourd'hui, c'est pas du tout de ramener les chasseurs à Genève, c'est vraiment pas l'objectif d'Antoine Spielmann et de moi-même, mais c'est plutôt de savoir quelles seraient les conséquences de ne plus avoir de chasseurs dans d'autres régions. Alors, je vais vous parler des différents chapitres. On va commencer par l'environnement. Quel est l'impact sur les écosystèmes, sur les milieux et les différentes espèces? Alors, les milieux impactés par cette faune sauvage, c'est les cultures et les forêts. Donc, au niveau des cultures, chaque animal a un petit peu ses effets sur l'agriculture. Et on m'a beaucoup parlé en fait des sangliers, hein. Les sangliers qui ont un effet psychologique qui est important pour les agriculteurs, parce qu'ils ne prélèvent pas juste des raisins, par exemple, ils ne mangent pas juste du raisin, ils vont en profiter pour se frotter un petit peu par-ci par-là, et du coup il y a énormément de gaspillage au niveau du raisin. C'est pas comme le chevreuil qui va manger des grains de raisin, là on est vraiment sur leur travail est souillé. Un agriculteur m'avait dit à l'époque, c'est comme si on est en train de peindre un mur blanc et puis qu'il y a un gamin qui vient et qui met les mains dessus. C'est vraiment un sentiment de travail qui est détruit. Et ils ne cherchent pas forcément à avoir de l'argent, mais vraiment à récolter ce qu'ils ont produit. Alors qu'est-ce qu'il en est au niveau des forêts? Donc je vais en profiter pour parler des commissions qui existent à Genève. Parce qu'en 1950, il y a la première commission consultative qui a été créée, qui est la commission consultative des forêts. Donc l'idée, c'était qu'ils voulaient faire une politique de reconstruction des forêts, et il y avait énormément de forêts qui étaient de propriétaires, qui étaient des propriétés privées, et ils ont eu un peu peur d'avoir un référendum ou des désaccords, donc ils ont créé une commission consultative pour que les solutions soient discutées et qu'elles soient accueillies par les différents acteurs. C'est quelque chose qui a été fait en 1974 également, c'est-à-dire que la commission de la chasse est devenue la commission consultative de la faune, et il y a un protecteur des animaux et un protecteur de la nature qui ont été intégrés à cette commission pour discussion de toutes les mesures de gestion. Avec objectif quand même à Genève, c'est important de souligner que toutes les mesures de protection sont réalisées avant de réguler. Et pour ce qui en est des mesures de régulation, il y a une commission constitutionnelle qui a été créée en 1974, où les deux protecteurs qui font partie de la commission consultative de la faune valident en plus, après coup, tout ce qui est décidé au niveau de la régulation. Donc c'est une manière d'être sûr que l'avis des protecteurs qui ont donc incité à cette votation soit considéré et qu'ils aient toujours le dernier mot. Alors, elle est devenue, en 2012, il y a une révision de la loi et elle est devenue une commission consultative de régulation. Il y a des députés notamment qui ont dit mais en fait ça fait doublon aujourd'hui parce que si elle est plus constitutionnelle et qu'elle est uniquement de consultative, il n'y a plus d'intérêt de la garder à côté de cette commission consultative de la faune. Et ben, je pense que c'est très important de dire que ça a été voté et ça a été refusé. Donc la dissolution de cette commission a été refusée et donc elle reste importante à Genève, parce que dans la tête de beaucoup de gens, si on enlève cette commission consultative, il y aura un moins grand poids au niveau des protecteurs, et du coup, cette gestion protectionniste pourrait se transformer en une gestion peut-être différente. Alors, quel est l'avantage de ces groupes? Donc, on repart sur ces groupes consultatifs, commission de la faune, avec tous les acteurs qui sont représentés. C'est qu'il y a des délégués des différents groupes d'acteurs qui sont présents, qui représentent leur père et l'avis du coup de
groupe d'acteurs, et ils relaient aussi les informations qui sont décidées. Ce qui permet que tous ces membres qui sont intéressés à la gestion aient l'impression que leur avis, sentent que leur avis est considéré, connaissent les mesures et puissent du coup adapter leurs pratiques en fonction des solutions qui ont été choisies pour des raisons factuelles. Alors ces forêts, qu'est-ce qui se passe à Genève? On a le plus grand taux d'abrutissement de Suisse dans les forêts, notamment et surtout du côté du nord du canton, donc du côté du canton de Vaud, où il y a les serres qui se sont implantées. Et donc, ils ont été obligés, étant donné qu'il y a une obligation, qu'il y ait un rajeunissement au niveau des forêts, de réaliser des enclos. Donc, on est sur 730 enclos de 25 mètres carrés qui sont mis dans le bois genevois, donc dans ce 1000 mètres carrés de forêt, 1000 hectares de forêt. Et du coup, c'est assez intéressant de voir qu'ils ont fait ça en liteaux de bois. Avant, c'était fait par des clôtures électriques. Étant donné qu'il y a des cerfs qui ont été trouvés morts dans ces clôtures, ils les ont fait en liteaux de bois. C'est des montants importants, 660 000 francs qui ont été investis pour ces différents enclos. Et l'entretien est de 1,7 million quasiment tous les 5 ans. Donc c'est quand même un investissement financier qui est à souligner. Alors on va parler des 3 ongulés qui créent des dégâts à Genève. On va finir avec le cerf, parce qu'à côté de ce qu'il a comme effet sur les forêts, il a eu aussi des gros effets sur notamment les colzas. Donc on a une parcelle, c'était des parcelles de 3 agriculteurs uniquement, qui étaient près des forêts. Donc on voit vraiment à droite celles qui sont au-dessus de l'autoroute, donc qui sont proches des forêts. Et puis là, on voit des champs de colza à la même période, en dessous de l'autoroute, donc les cerfs ne peuvent pas y aller. Donc on voit que malheureusement pour ces agriculteurs, ils n'ont rien pu récolter du tout. Et donc il y a eu 30 000 francs de dégâts uniquement répartis sur 3 agriculteurs. Donc ils ont décidé, le service a décidé de mettre des clôtures 8 fils autour de toutes les cultures à risque. À savoir qu'actuellement, il n'est pas question de réguler le cerf. Peut-être c'est dans les tuyaux, mais pour le moment, les protecteurs sont pas du tout, et la population n'est pas du tout prête à entendre qu'on doit réguler le cerf. Alors c'était aussi le cas quand j'ai fait mon étude en 2012 sur les clôtures, c'est-à-dire que les chevreuils, c'était hors de question de les réguler. J'ai même eu un agriculteur qui m'a dit « mais comment vous voulez que j'imagine, que je justifie à ma fille qu'on puisse tirer la maman de Bambi, quoi ?» On est vraiment sur une population qui est déconnectée de la chasse. Il y a beaucoup, sur ces plus de 200 000 citadins, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de rapport avec merci beaucoup, avec les chasseurs, qui connaissent plus de chasseurs, et qui du coup, voilà, pour eux, le chevreuil, le cerf, c'est plutôt Bambi qu'un animal qui peut avoir des conséquences sur les forêts et l'agriculture. Donc ils ont tout essayé à Genève avant de décider de tirer les chevreuils. Il y a eu des effaroucheurs olfactifs, visuels et aussi sonores. Donc c'est la dernière mesure qu'ils ont essayé. Ils ont mis des boîtiers qui permettaient de faire du bruit, mais du bruit aléatoire. Donc des fois il y a un chien ou des gens qui parlent très fort. On a toutes sortes de bruits différents qui peuvent gêner les riverains. On a une dame qui est venue casser carrément une de ces boîtes parce que c'est des mouvements, des bruits qui peuvent être vraiment gênants de toutes sortes. Autant au niveau des prédateurs que si c'était des gens, etc. Donc ils ont décidé finalement de tirer une vingtaine d'individus qui nomment spécialistes dans la zone où il y a le plus de dégâts, dans l'ouest du canton. Donc 20 chevreuils qui sont tirés sous un arrêté cantonal, à savoir que s'il fallait tout d'un coup imaginer tirer des chevreuils dans une autre partie du canton, ou plus de chevreuils, il faudrait de nouveau demander un arrêté. Donc c'est pour dire qu'il y a un grand processus législatif qui doit se faire pour toute mesure de régulation. Donc les chevreuils représentent quand même 22% des dégâts, ce qui est pas mal. À savoir que les sangliers étaient ceux qui ont réalisé le plus de dégâts. À une époque, en 2000, il y a eu une diminution disons, ils n'ont plus tiré les laims, mais ils ont tiré uniquement les bêtes rousses à la fin des années 90.
ce qui a créé des énormes dégâts. On a eu jusqu'à 680 000 francs de dégâts, dont 650 000 uniquement les sangliers sur les vignes. À ce moment-là, il y a toute une gestion qui a été mise en place, qui est basée sur des clôtures et sur des tirs. Donc on a 70 km de clôtures de 2-3 fils, clôtures électriques qui sont posées et déposées par des techniciens et des agriculteurs sur tout le canton. Je vous rappelle 10 000 hectares d'agriculture. Et puis, donc il y a une régulation systématique qui est faite au niveau des sangliers. Et on a, là, les dernières années, c'est une moyenne de 187 sangliers qui ont été tirés par année. Ils ont enfin réussi, selon eux, à stabiliser les populations. Et pour ça, c'est grâce à une technique qu'ils ont mise en fonction en 2014. Donc l'idée, c'est ils agrènent à la main dans les forêts. Et il y a un piège photo qui est mis. Quand il y a une photo qui est prise, il y a un MMS qui est envoyé au garde qui est dans la région et qui peut du coup venir tirer les sangliers. C'est ce qui leur a permis vraiment de stabiliser les espèces et d'arriver à 8 à 15 heures par bête tirée, qui comprend préparation, recherche, tir, acheminement, éviscération, prélèvement et rangement. Donc c'est une efficacité assez maximum de 8 à 15 heures pour un sanglier tiré. Alors il y a quand même d'autres espèces qui sont en question, je vais brièvement en parler, parce que j'ai décidé de m'arrêter principalement sur les ongulés aujourd'hui. Mais bon, il y a des petits mammifères, on a les lièvres et les blaireaux qui font pas mal parler d'eux. Alors les blaireaux, à Genève, ils ne sont jamais tirés, parce que c'est le petit ourson d'Hénard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un illustre sculpteur qu'on avait à Genève, et qui adorait le blaireau. Et du coup, c'est vraiment une emblème à Genève. Les rares fois où il a été discuté de tirer des blaireaux, on entend non mais c'est hors de question, Hénard se retournerait dans sa tombe s'il entendait ça, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec le blaireau, vu qu'ils n'ont pas le droit de le réguler à aucun moment, même quand il crée des gros dégâts? Ils mettent du flexinet, ce qui est une barrière pour toute la faune. Et puis, récemment, ils ont essayé des sortes de clapets qu'ils mettent à l'entrée des terriers, qui permet aux blaireaux de sortir, mais pas de rentrer. Avec ça, ils essayent d'inciter le déménagement. On sait que c'est plutôt assez compliqué quand même. Le blaireau est bien casanier, il a du mal à se déplacer. Alors on est d'accord, c'est assez peu de dégâts. Ça n'empêche que pour le viticulteur qui a le blaireau, qui vient prélever des raisins à chaque fois, le blaireau s'est bien vendangé, il mange carrément la grappe et ça peut avoir quand même des conséquences importantes sur leur vigne. Et puis on va parler rapidement du lièvre. Le lièvre, on en entend pas mal parler chez les chasseurs. Alors chez nous, en 2006, on a eu plus de 50 lièvres par kilomètre carré, ce qui était assez important. Alors ils ont été obligés, donc ça a fait évidemment des gros dégâts sur l'agriculture. Donc ils ont fait des captures avec des bénévoles. Ils ont capturé 200 individus. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une partie de ces individus qui a été donnée en Valais, avec la condition qu'ils ne soient pas tirés pendant 5 ans. Donc ils ont fait ça aussi avec la Haute-Savoie, dans des zones où finalement le lièvre était de moins en moins présent. Ils ont finalement quand même dû tirer une 90aine de lièvres, parce que il fallait bien limiter ces populations. Donc aujourd'hui on est à 12 lièvres par kilomètre carré, ce qui est assez important. Et en fait, la plupart du temps, les dégâts sont indemnisés, parce que il est vrai que sur des grandes cultures, mettre des clôtures coûterait plus cher qu'indemniser les dégâts. Donc c'est pas pour le plus grand plaisir des agriculteurs, mais c'est comme ça. Et on voit vraiment les différences de fluctuation entre les populations de renards, il y a moins de lièvres, et après les populations de lièvres augmentent, etc. Et puis je parle brièvement de la perdrix grise. Alors elle n'occasionne pas des dégâts, mais dans le monde des chasseurs, elle est importante, elle a toute une valeur symbolique, et malheureusement elle n'est plus en Suisse. Donc cette perdrix, ils ont essayé, donc ils ont reconstitué les milieux dans l'ouest du canton. Les agriculteurs ont beaucoup travaillé pour faire des zones favorables aux perdrix. Ils ont lâché 2600 perdrix au total sur 10 ans. Et là, il y en a 60 qui ont été recensés en 2012, et puis 4 en 2018, et cette année, il n'y en a pas eu du tout qui ont été recensés. Donc l'espèce, malgré tous les efforts qui ont été faits, n'a pas été maintenue à Genève. À savoir quand même que la commission constitutionnelle la commission consultative de la faune a refusé la régulation des renards, parce qu'il est considéré qu'à partir du moment où on tire
un renard, il va être remplacé par un plus jeune, et donc les gardes ne tirent pas de renard, à part dans certaines zones, notamment chez les privés, quand les privés appellent les gardes pour justement tirer des renards, parce que c'est la gale qui régule du coup les populations de renards, donc c'est les maladies, parce qu'à partir d'un certain moment, comme vous le savez, les animaux, ils n'ont plus de place, donc ils se sont répandus dans toute la ville, il y en a vraiment à Carouge notamment, ils sont souvent d'ailleurs une emblème, une mascotte par certains citadins. Mais il y a eu la rage d'abord, et puis la gale qui s'est répandue assez récemment. Et c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de gens qui me disaient c'est difficile de les voir, ces animaux galeux qui sont du coup plus proches des habitations parce qu'ils recherchent la chaleur et ils peuvent avoir vraiment une allure assez triste. Alors les oiseaux, aujourd'hui les pigeons et les corneilles sont ce qui est le plus discuté à Genève. Je vous en parle rapidement parce que ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a un permis de tir d'effarouchement qui est disponible pour 50 individus. Donc il y a 50 personnes qui ont fait une formation et qui ont passé un permis de tir d'effarouchement. C'est bien de l'abattage, mais l'idée, ce n'est pas de faire des tirs de régulation pour diminuer les populations. L'idée, c'est vraiment de les faire se déplacer. Mais c'est important de savoir que dans un canton sans chasse, il y a quand même des privés qui peuvent tirer des oiseaux, donc les corneilles et les pigeons domestiques. C'est donc eux qui créent le plus de dégâts. Et les agriculteurs sont moyennement contents parce que les pigeons ramiers ont des grosses conséquences sur les tournesols. Et les dégâts des corneilles ne sont pas indemnisés. Donc c'est vraiment d'eux qu'ils parlent le plus et dont ils se plaignent le plus actuellement, les agriculteurs genevois. Alors maintenant, on va voir un peu l'aspect financier. Quel est le coût réel de cette non-chasse, ou de cette chasse professionnelle, disons, non-chasse traditionnelle. Et puis je vais vous parler d'un modèle que j'ai développé. Alors ça, c'est le document qu'on m'a donné, qui est assez peu lisible, j'imagine, mais où il y a vraiment donc, les heures qui ont été calculées pour chacun des postes, et selon donc, chacun des types de fonctionnaires, et selon les différentes rubriques. Donc je vous l'ai fait un peu plus clair. On se rend compte qu'il y a un gros investissement dans la prévention. Donc on est sur 1 million de francs, avec presque la moitié qui est investie dans la prévention. Donc prévention, c'est toutes les mesures de protection dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment là qu'ils investissent un maximum. Et on se rend compte que finalement, la régulation est assez peu sur ce budget global. Alors, on va aller un petit peu dans les chiffres intéressants. On est sur 4 postes et demi au total, avec 2 postes de garde. Donc on a une dizaine de gardes, donc on entend souvent à Genève, il y a énormément de gardes, et les gardes travaillent aussi sur d'autres choses, et pas uniquement sur la faune chassable. Donc on est sur 2 postes de garde qui font quand même 2000 heures de régulation sur le canton de Genève. Il y a les ouvriers qui, eux, font plus de 2500 heures de pose et de dépose des clôtures, je vous en parlais tout à l'heure. Et puis il y a les secrétaires, l'administratif et l'encadrement, donc chef des gardes et biologistes qui participent aussi à cette gestion de la faune occasionnant des dégâts. Donc. Alors c'est important de souligner qu'on est sur 130 000 francs par année par garde. Donc c'est le salaire annuel de ces gardes, et ça comprend les charges patronales, le matériel de fonction et les indemnités, dont le travail de nuit. C'est pas forcément ce qu'on aurait pu imaginer. Ils ne sont pas payés double. Ils sont payés, si en faisant un petit calcul, on est plus ou moins à 7,25 francs par heure de nuit en plus. Donc les gardes sont pas forcément très heureux de faire ces heures de régulation importantes. Et puis par contre, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que tous les gardes quand même tirent, et du coup, leur semaine, ils sont répartis sur 168 heures, et pas 60 heures comme un fonctionnaire qui travaillerait que la journée. Ce qui veut dire qu'il y a moins de présence sur le terrain, ce dont peut se plaindre notamment les protecteurs de la nature, parce qu'il y a énormément de chiens, comme vous pouvez l'imaginer chez nous, et que ça a des conséquences sur la faune et les milieux. Alors je vais vous parler de mon calculateur. Donc j'ai réalisé un calculateur pour pallier le fait qu'aucun chasseur, aucun canton chasseur ne participe à l'étude. L'idée c'était vraiment de savoir en fait combien ça coûterait s'il n'y avait pas de chasseurs sur un autre territoire. Donc j'ai utilisé vraiment avec des calculs simples une 70aine de données
Donc il est important d'avoir toutes sortes de données. Je vous donne quelques exemples, hein. Les heures de constat, les nombres de taxation effectifs, enfin, c'est des données vraiment factuelles, hein. On n'est pas sur... c'est ce qui permet de pouvoir analyser le cas au plus proche de ce qu'il est. Et ça permet de savoir combien ça coûterait avec chasseur et sans chasseur. Si je vous remets ça, c'est qu'on voit en bas, en fait, j'ai envisagé ce calculateur pour, comme en Suisse, l'État qui gère la faune et qui se fait aider par les chasseurs, ou comme en France, par exemple, où c'est une association de chasseurs qui gère, et puis il y a l'État qui surveille et qui participe, fait de la recherche, par exemple, etc. Mais ces deux aspects qui sont très différents, ces deux manières de gérer la faune qui sont très différents, et du coup, pour avoir un impact, ou disons que ça soit intéressant au niveau plus grand que juste sur la Suisse, eh ben, j'ai décidé de le faire aux deux niveaux. C'est un calculateur qui a été vérifié par quelques scientifiques et le chef des gardes, qui, comme beaucoup de gens, était assez réfractaire à ce calculateur. Et il s'est rendu compte que les calculs sont vraiment basiques. Donc j'attends un peu qu'on me dise, mais alors, c'est quoi ces calculs? Parce que je peux défendre, vraiment chaque calcul, c'est basique de chez basique. Alors on va prendre le seul territoire qui s'est pour le moment essayé à ce calculateur. Moi j'avais du coup, vu que j'avais pas de canton qui était prêt à participer, j'ai créé un cas théorique que j'ai appelé Malande, donc où il y a vraiment des valeurs que moi j'ai décidé arbitrairement pour tester le calculateur. Donc c'est comme si c'était là pour le coup, on est vraiment sur le modèle du canton, donc où c'est l'État qui gère. On arrive à une différence du simple au double, plus ou moins, mais on est vraiment sur un cas théorique, hein. On a fait ça avec le département du Doubs, où ils ont 200 000 hectares cultivés. Il y a eu énormément de dégâts la dernière année. Ils mettent 140 000 mètres linéaires de clôture, et puis il y a 200 000 hectares boisés. Donc on est vraiment sur d'autres surfaces que Genève, hein. Je vous rappelle, Genève, 3 000 hectares de forêt et 10 000 hectares d'agriculture. Alors, on se rend compte qu'on a une différence avec 9 millions s'il n'y avait pas de chasseurs et 130 000 actuellement qui est géré par l'association de chasseurs. Alors, on n'a pas précisé exactement, c'est en cours, combien ça coûte à l'État actuellement, parce qu'il y a quand même 2 postes au niveau de la préfecture et puis une partie des postes de l'ONCFS qui travaillent sur la faune chassable et l'encadrement quand même des chasseurs. Mais on estime ça environ 1,5 million actuellement pour l'État, et ça pourrait atteindre 9 millions, plus de 9 millions pour l'État s'il n'y avait pas les chasseurs. Alors pourquoi, comment est-ce possible? On est sur beaucoup d'animaux qui sont tirés, hein. On est plus de 4000 sangliers qui sont tirés, donc c'est important, et il n'y a pas que les sangliers qui sont tirés. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un apport de la part des permis de chasse, alors qui est bien moins important qu'en Suisse, parce que le permis de chasse coûte beaucoup plus cher en Suisse, mais en France, il y a quand même un apport de, en l'occurrence, 760 000 € des chasseurs. Alors, si on avait juste extrapolé de Genève, d'où à mon sens l'intérêt du calculateur, on serait arrivé sur des sommes complètement aberrantes. Parce que finalement, on est à 93 francs par hectare cultivé à Genève, par exemple. On arriverait à 18 millions pour l'espace cultivé de la Fédération du Doubs. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Parce qu'en fait, l'agriculture est très différente selon les territoires. Donc évidemment, dans le Doubs, l'agriculture est différente. On est sur d'autres valeurs. Pour vous donner un exemple, nous à Genève, on est sur 70 km de clôture, eux, ils sont sur 140 km de clôture. Donc on se rend compte que pour on est à 20 fois presque de surface cultivée, et ils mettent que 2 fois les clôtures. Voilà, je vous fais un petit peu... je vends un petit peu mon calculateur, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un réel intérêt. Actuellement, les cantons suisses n'ont pas participé, n'ont pas encore donné, mais j'ose espérer qu'il y en a un qui va oser ouvrir aussi ses comptes pour justement qu'on puisse évaluer combien ça compte dans un canton et qu'on puisse avoir des faits de est-ce que vraiment ça coûterait plus cher s'il y avait des chasseurs dans le canton.
On se rend compte finalement quand même avec ces résultats que même si c'est très différent entre la France et la Suisse, il y a des conséquences financières qui sont importantes, notamment dans les divers, parce que les permis de chasse finalement ça compense une partie des coûts, mais pas totalement, hein. Ça compense, on pourrait dire, ce qui est organisation. Maintenant, il y a quand même d'autres frais qui peuvent être importants et qui peuvent exister, et donc on n'est pas à zéro comme certains pouvaient le dire, à mon sens en tout cas. Alors j'ai utilisé le calculateur sur Genève. C'est pas quelque chose que j'avais fait à la base, parce que c'était pas notre objectif, hein, comme je vous le disais. Donc, et puis c'est un peu, à mon sens, aberrant de se dire combien ça coûterait s'il y avait des chasseurs. Pourquoi? Parce que là, on a été obligé de partir du principe, il y aurait la même force de travail. Ça veut dire qu'on aurait le même nombre de postes de garde qui encadreraient les chasseurs, alors qu'actuellement, donc il y aurait 2 postes qui seraient là principalement pour encadrer les chasseurs, et alors qu'actuellement, ils font la régulation, etc. C'est difficile de se dire, finalement, s'il y avait les chasseurs, on arriverait à seulement un poste, parce qu'on ne le sait pas. Donc, à mon sens, il y a vraiment une utilité dans l'autre sens, mais pas forcément dans ce sens-là. Enfin, du coup, on arrive à mes prédictions. Donc la gestion de la faune chassable, est-ce qu'elle coûte trop cher à Genève? Alors, on est sur 0,01% du budget total global de Genève, qui est de 8 milliards. Donc c'est vrai que pour les Genevois, en tout cas, non, la gestion de la faune n'est pas trop chère. Maintenant, ça aurait probablement, comme vous l'avez vu, d'autres impacts sur un territoire beaucoup plus grand. Et la plupart des territoires sont bien plus grands que notre petit mouchoir de poche qu'est Genève. Et puis les permis de chasse, ils compensent une partie des frais de gestion, mais pas tous, comme je vous l'ai expliqué. Alors j'arrive à la fin de l'aspect finance. On va parler un petit peu de ce qui est ressorti de l'opinion des gens. Donc j'ai interrogé 500 personnes et fait des entretiens qualitatifs à côté. Alors, qu'est-ce que c'est l'univers de sens côté Genevois? Donc, comme je vous l'ai dit, ils ne connaissent plus les chasseurs, hein. Ce qui est énormément cité, c'est le sketch des inconnus. Quand on parle à un non-chasseur, un non-initié d'autant plus, qu'est-ce que c'est un chasseur? Ah, tu te souviens, c'est la galinette cendrée. De toute façon, le chasseur, le bon chasseur, le mauvais chasseur, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une bête qui passe, hop, il tire. Et le bon chasseur, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une bête qui passe, pouf, il tire. Donc, on est vraiment resté sur ce sketch qui est pas si vieux finalement, et qui est basé sur des choses qui peut-être se passaient en France à cette époque-là, à savoir qu'entre-temps, il y a quand même eu typiquement le 0,5 qui a été imposé au niveau du permis de conduire et qui a probablement beaucoup limité la consommation d'alcool pendant la pratique. Enfin, c'est mon avis, il n'y a pas eu de test exact, mais je pense qu'on peut partir déjà sur ce principe-là. Et puis à côté de ça, c'est les coupures de presse relatant les accidents. Alors on est d'accord, en Suisse il n'y a pas d'accidents, ça n'empêche que les Suisses sont très au courant des accidents qui peuvent se passer en France et qui parlent beaucoup de ces accidents des chasseurs qui se passent dans le pays voisin. En fait, moi ce que j'ai l'impression, c'est quasi la seule raison pour laquelle on parle des chasseurs, les accidents. Alors, les régulateurs à Genève, j'ai un peu sondé la population, pour moi c'était les personnes en charge de tirer la faune. Donc chasseurs et garde-faune. J'ai vite dû séparer la question parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient est-ce que vous avez une bonne image des régulateurs? Oui. Quelle est votre image des gardes? Elle est bonne. Par contre, l'image des chasseurs, elle est mauvaise. Et ça, c'est dans ceux qui ont déjà une bonne image des régulateurs. C'est intéressant de voir ce qu'il en est au niveau des protecteurs. On se rend compte que finalement les protecteurs de la nature actifs et des animaux également ont eu pas une si mauvaise image des chasseurs, c'est-à-dire qu'on reste sur 30% qui a une mauvaise image des chasseurs, mais le nombre de gens qui ont une moyenne image ou bonne image est plus importante. Le nombre de gens qui ont une bonne image est bien plus importante chez les membres d'associations qui s'impliquent. À Genève, ils sont souvent plus en contact du coup avec le milieu cynégétique. Ceux qui ont la moins bonne image du coup des chasseurs, c'est les protecteurs d'animaux non membres, donc qui cotisent pas et qui se sentent protecteurs dans l'âme, ils se sentent avoir des affinités pour les animaux, et puis les protecteurs des animaux passifs. Donc voilà, c'est des personnes qui ont des idéaux, donc ils cotisent notamment à des associations, mais ils ne s'impliquent pas. Je pense que c'est important de le souligner parce que souvent il y a un peu un amalgame, de toute façon tous les protecteurs sont contre les chasseurs, est-ce qu'ils sont renseignés ou pas? C'est un peu ça la question.
Et c'est beaucoup ressorti le parallèle chasse-élevage. On est sur la mort. Hein. La mort, aujourd'hui, on est déconnecté de cette notion de la mort. Et il y a des personnes il y a pas mal de personnes, en fait, qui ont fait le parallèle entre l'élevage et la chasse. Donc il y en a qui disaient, un animal qui naît dans la nature, il vit sa vie heureuse. Le chasseur, c'est un prédateur qui le prélève dans la nature. Il y a, au niveau du transport, il n'y a pas de souffrance. Enfin voilà, alors il arrive que l'animal soit blessé, c'est certain. La plupart des chasseurs, tous les chasseurs avec qui j'en ai parlé, ils le vivent comme quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'il arrive, ça arrive. Mais c'est une petite proportion par rapport au tir. Et un tir qui est réalisé fait que l'animal meurt sur le coup, il a vécu une vie libre précédemment et il ne subit pas de transport. Par contre, il y en a qui vont se dire, oui, de toute façon, les animaux élevés, c'est triste à dire, mais c'est leur destinée d'aller à l'abattoir. Alors de plus en plus, on se dit, bon, on préfère qu'ils soient élevés de manière raisonnée ou avec un traitement de l'animal qui est respectueux, plutôt que dans des usines, mais elles existent encore, hein, on est d'accord. Alors je vais revenir sur cette abstention de tous les cantons avec chasseurs. Donc il y a des personnes qui sont présentes, qui ont participé à cette décision. En fait, il y avait un peu une peur de se mettre en parallèle de Genève, hein, parce que Genève, on entend que ça marche. Donc un canton chasseur, il a pas forcément envie de se mettre en parallèle avec Genève. Il y a clairement une appréhension de parler de la gestion de la faune, du coup de gérer les chasseurs, si on peut dire ça comme ça. Et puis de la part des chasseurs, il y a pas trop une envie d'être montré du doigt, et de ne pas être compris, accepté actuellement avec ce qu'ils vivent et qu'ils entendent dans les médias. Ils se sentent un peu persécutés. Hein. Moi, je considère que les chasseurs sont une minorité persécutée. Et finalement, ils n'ont pas trop envie de connaître et de discuter avec ces opposants qui sont très virulents à leur égard. Et de devoir changer, évoluer, s'adapter, ça peut faire peur pour tous les groupes. On se rend compte quand même à Zurich, c'est important de le préciser, parce qu'il y a un peu ce fait, en fait, est-ce que la régulation professionnelle pourrait s'instaurer partout ? Et bien à Zurich, où ils ont fait, il n'y a pas très longtemps, donc c'était juste après ma présentation, en septembre 2018, et ben, ils ont réalisé une votation, les chasseurs ont beaucoup parlé, beaucoup informé la population, et le fait que la chasse, donc là on ne parlait pas de l'interdiction de la chasse, hein, on parlait de transformer la chasse dans une chasse professionnelle comme c'est réalisé à Genève. Et bien ça a été refusé à 80%. Alors moi j'ai clairement évolué dans mes représentations, on me dit mais alors toi t'es pour, t'es contre. J'essaye de ne pas me placer parce que c'est important en tant que chercheur de pas prendre parti. Maintenant, il est clair que j'étais réfractaire à la chasse et je le dis, moi en tant que citadine avec mon chien, j'étais toute contente d'aller me balader dans la nature. Et puis maintenant, je suis convaincue qu'il y a une utilité à la société et même qu'il y a un intérêt parce que pour moi, c'est des passionnés. Tous les chasseurs que j'ai rencontrés jusqu'ici, alors je ne les connais pas tous, hein, et je n'ai pas eu affaire aux mauvais chasseurs, semble-t-il, mais c'est des passionnés qui ont beaucoup de connaissances, et j'ai vraiment envie de comprendre ces différentes pratiques, notamment celles sur lesquelles je ne cautionne pas, ou je ne comprends pas forcément, ou même elles me révulsent, et de les décrire, d'aider mes concitoyens à comprendre mieux ce que c'est que la chasse. Donc vous l'aurez compris, la communication, j'ai envie de me baser là-dessus. Donc déjà en parler, notamment faire ces groupes de travail, alors de manière un peu plus étendue, même à Genève, hein, je dirais, parce que finalement, c'est les personnes qui sont concernées, parce qu'on a aussi, en l'occurrence en Valais, les protecteurs qui peuvent s'exprimer sur les décisions de gestion, mais par contre le riverain, le promeneur de chiens, il n'a aucune idée. Et du coup, il peut y avoir des idées sur la chasse, ou même des refus de certaines pratiques de chasse, et très souvent, ils n'ont pas beaucoup d'informations sur cette chasse. Donc, à mon sens, c'est quelque chose qui pourrait même se faire au niveau local, hein, ces groupes de travail, parce que les problèmes en général de la chasse, alors il y en a peut-être moins en Suisse qu'en France, mais les problèmes qui se passent au niveau de la chasse avec les agriculteurs et tout, c'est au niveau local. Et puis, présenter, je suis très contente que le salon Passion Nature m'accepte aujourd'hui ici, parce que j'ai envie de parler de cette étude, hein, parce que c'est un prétexte de parler de la chasse. C'est un bon moyen de partir du cas de Genève sans chasse pour parler des chasseurs, parler avec les chasseurs, mais aussi de la chasse aux non-chasseurs. Malheureusement, il n'y a pas de représentant qui est là, je crois, aujourd'hui, du Passion Nature, mais c'est vrai que moi j'ai entendu beaucoup de scepticisme, hein, face à ce salon, parce que finalement l'objectif de ce salon, c'est de rassembler les utilisateurs de la nature autour d'un événement,
Et puis les chasseurs, qu'est-ce qu'ils ont l'impression, c'est que finalement il y a assez peu, en tout cas j'ai eu des retours de chasseurs qui me disaient ouais c'est assez peu intéressant pour nous par rapport à un vrai salon de la chasse. Et les non-chasseurs, notamment, il y en a certains qui ont dit c'est inadmissible qu'on nous dise pas que c'est un salon de chasse, quoi. Donc d'amener des enfants pour voir des animaux sauvages, et puis finalement d'être face à des trophées. Pour beaucoup de gens, ça peut choquer, et du coup, voilà, au niveau de cette approche, moi je la ressens vraiment comme visionnaire, hein. Pour moi, c'est vraiment inciter les rencontres et le dialogue entre les différents acteurs qui est très important. Donc informer à large échelle par toutes les générations et par tous les biais. Aujourd'hui, on a plein de médias qui sont présents et il y a possibilité d'avoir vraiment une information massive sur tous les supports, on va dire, et aussi dans les réseaux sociaux. Et puis les présentations dans les écoles ont un effet, mais il faut que les professeurs soient d'accord d'accepter les chasseurs, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis l'invitation à la chasse, c'est quelque chose qui est fait notamment en France voisine. Il y a un dimanche à la chasse, et je pense que ça c'est une manière de permettre aux non-chasseurs d'observer qu'est-ce que c'est la chasse, comme moi j'ai pu le faire. C'est important de différencier des pratiques de chasse, hein. On n'est pas sur une chasse. Moi ici je vous ai parlé de la chasse régulatrice, donc qui a pour but de limiter les espèces problématiques, mais il y a aussi toutes ces chasses possibles, chasse-cueillette, chasse à trophée, qui sont très variées. Et moi, vraiment, je participe à ces chasses de plus en plus pour les décrire et saisir un petit peu les tenants et les aboutissants et qu'est-ce qui me fait peut-être évoluer et que j'aurais envie de transmettre à d'autres non-chasseurs. Alors, ma manière, mon idée pour décrire finement chaque pratique, c'est tout simple, hein. Qui sont les chasseurs? Quelles espèces chassent-ils? Ou quels individus chassent-ils également? Quand? À quelle période? Dans quel lieu? Pourquoi? Pourquoi on chasse? Est-ce que c'est pour des dégâts, des demandes d'acteurs? Est-ce que c'est des traditions? Et puis, comment est-ce qu'on chasse? Alors, c'est là que j'arrive à votre canton. Alors, la fiche, vous verrez, elle est très petite. Pardon. Pardon? On est en Valais. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, alors c'est une coquille, je suis navrée. J'ai fait ça avant dans le canton de Vaud et je suis navrée. C'est une coquille, donc c'est bien les caractéristiques du Valais, donc je vais direct changer, histoire que vous restiez pas là-dessus. Mais donc j'ai réalisé une affiche. Alors, je conçois tout à fait qu'elle est très chargée, qu'elle paraît peut-être, qu'elle rebute peut-être pour un non-chasseur. Moi, c'est comme ça que je l'envisagerais. Je suis quelqu'un qui essaye souvent de dire un peu trop de choses. Donc voilà, ça serait ma manière de parler de la chasse dans le canton du Valais. Mais mon optique, c'est plutôt de le faire avec les chasseurs, c'est-à-dire de le faire au niveau de chaque pratique de chasse et d'aller de parler des chasseurs avec les chasseurs, donc réunir un groupe d'acteurs et leur dire, bon ben, parlons de votre chasse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur votre chasse? De manière très fine, hein, ça voudrait dire que par exemple, on pourrait envisager de faire ça sur la chasse au chamois en Valais. Qui c'est qui chasse? Combien de personnes? Qu'est-ce qu'ils font? Etc. Et du coup, pour arriver à un document, un outil d'information qui permet que ça soit intériorisé aussi par les chasseurs parce qu'ils l'ont participé. Souvent, malheureusement, mais c'est pas que dans la chasse, hein, les représentants parlent d'un sujet, mais la base ne s'y retrouve pas forcément. Donc là, ça serait une possibilité, à mon sens, de vraiment faire parler les chasseurs sur leurs pratiques. Et puis après, on pourrait envisager, alors je reviens vite sur mon diapositive, vous oubliez le veau, d'envisager d'avoir des digicodes sur les différents blocs qui permettraient d'approfondir après chacun des niveaux. C'est-à-dire qu'on peut mettre des informations vraiment essentielles sur le panneau où la personne peut juste avoir le minimum d'informations. Et s'il a envie d'en savoir plus, il va avec le digicode et chacun, en l'occurrence par exemple les chasseurs de chamois, ont mis ce qui les intéressait à chaque niveau. Alors je me suis un petit peu essayée dans le Valais. Donc dans le Valais, on a presque 2700 permis qui ont été délivrés en 2018. 150 nouveaux chasseurs, 26 gardes-chasse, et puis 2 à 4 gardes auxiliaires. Alors la formation, qui sont ces chasseurs? Donc c'est une formation qui dure 2 ans, avec 10 journées théoriques et 10 journées pratiques. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de non-chasseurs dans la salle. Vous pouvez... 1, 2, 4, 6. Alors... je vous propose qu'après vous veniez, vous pouvez regarder plus précisément qu'est-ce que c'est les journées théoriques, les journées pratiques.
étant donné qu'il y a beaucoup de chasseurs là, ben, ils savent, hein, mais c'est important, je pense, de souligner toutes les connaissances. Hein. Il n'y a pas que les connaissances sur l'animal qui est chassé, mais aussi sur les oiseaux, les arbres, les essences, les différentes essences dans les forêts où ils chassent, les armes, les munitions. Enfin, c'est vraiment un examen qui est très poussé, avec 50 questions QCM quand même. Donc il est vrai qu'en Suisse, et notamment en Valais, ils misent sur la formation, c'est certain, et du coup les chasseurs sont des personnes qui sont motivées à participer pendant 2 ans à une formation qui est très poussée. Je pense que c'est important de le mettre en valeur. Et puis je trouve aussi très intéressant de ne pas oublier qu'il n'y a pas eu de mort en Suisse depuis plus de 20 ans, parce que justement, il semblerait que cette formation marche très bien, que les chasseurs sont bien au courant de ce qu'il faut faire, notamment dans les journées pratiques. Et il y a un exercice périodique de tir qui est réalisé tous les 3 ans. C'est assez récent que ça soit obligatoire en Valais, mais ça permet d'assurer en fait l'efficience, la maîtrise et la précision des chasseurs qui finalement évoluent aussi, vieillissent, ça arrive, et du coup ça vaut la peine de faire des exercices régulièrement. Et puis alors, qu'est-ce que c'est chez ces espèces qui sont chassées en Suisse? Donc moi là j'ai été un petit peu, je parle des ongulés hein, aujourd'hui, parce qu'il y a 35 espèces chassées en Suisse. Donc en Valais, on est sur les ongulés qui sont sangliers, chamois, chevreuils, bouquetins et cerfs. Moi j'ai aussi suivi des chasses aux lagopèdes, aux lièvres, mais là on va s'arrêter sur les ongulés aujourd'hui. Je vais vous donner un petit peu les informations que j'ai pu récolter sur les différentes espèces. Donc ici, on a surtout des chasseurs. L'intérêt de cette démarche, c'est de s'adresser aussi aux non-chasseurs, pour que justement, ils puissent avoir plus de connaissances sur la chasse et qu'ils puissent se positionner en connaissance de cause. Donc on est sur très peu de sangliers, hein, pour un canton en Suisse, en l'occurrence, c'est très peu de sangliers par rapport à la surface, parce que le canton du Valais a décidé très vite, apparemment, de mettre des mesures en place pour éviter les dégâts. Donc il est clair qu'actuellement, ils ont assez peu de dégâts et ils tirent assez peu de sangliers dans le canton. Par rapport donc aux chamois, hein, on est à 2500 chamois par année et 1300 chevreuils. Donc ils ont été comptés et puis ils sont estimés à 20 000 pour les chamois et 5 000 pour les chevreuils. Je vous ai mis les chevreuils péris, hein, on voit qu'il y a une grosse quantité quand même, 1200 chevreuils qui ont péri, et notamment dans les accidents de voiture. Je vais m'arrêter hein, aujourd'hui sur chamois, chevreuils, sangliers. Je ne parlerai pas des bouquetins et des cerfs parce qu'on ne peut pas tout faire, et je ne sais pas où j'en suis au niveau de temps, mais voilà. Alors les chamois, quand est-ce qu'ils chassent? En fait, là je vous ai un petit peu parlé des dates. Je pense que pour un non-chasseur, c'est important de savoir que typiquement, le chamois, il est chassé 2 semaines, mais que le chevreuil, il y a aussi les 3 mardis d'octobre, 3 mardis et 3 samedis d'octobre, selon les espèces, hein, selon les types d'animaux, comme vous voyez, chevrette, brecard, faon et chevrette. Et puis les sangliers, donc c'est pendant toute la chasse haute, la chasse basse, et il y a aussi 9 samedis de décembre à janvier, pour justement permettre, c'est le choix du service valaisan, pour permettre de limiter les dégâts de sangliers. Alors, où est-ce qu'ils sont chassés? À plus de 200 mètres des habitations, hein, comme partout en Suisse, et sur un tiers du canton. On estime plus ou moins à 2 tiers du canton qui est en réserve cantonale et fédérale. À savoir quand même que les districts francs, qui sont les réserves fédérales, si je ne me trompe pas, sont ouverts aux cerfs, pour arriver au quota de prélèvement, hein, et puis au sanglier, selon les dégâts qu'il peut y avoir. Donc c'est vraiment un arrêté quinquennal qui est fait, et puis qui est disponible sur Internet. Je pense que c'est très important. Moi, j'en parlais avec une valaisanne randonneuse qui est dégoûtée de ne pas pouvoir atteindre son chalet, selon elle, pendant la période de chasse, parce que c'est hors de question de s'exposer à ces fous qui tirent, qui ont un fusil. Donc elle a quand même des idées assez extrêmes. On en a parlé, et du coup elle est allée voir sur Internet. Elle est tombée sur l'arrêté quinquennal, et elle s'est rendue compte qu'en fait les secteurs étaient très limités, très précis. Ok, c'est de cette route-là, au chemin de fer, c'est jusqu'à cet alpage, jusqu'à ce torrent. Donc en fait, pour les gens de la région, ils peuvent vraiment se rendre compte exactement
où est-ce que c'est chassé. Je pense que c'est très important qu'ils soient au courant, parce que je pense que les chasseurs, les non-chasseurs ne sont pas au courant qu'ils peuvent avoir ces informations. Et puis les zones chassées sont donc toutes numérotées et les cartes sont remises à chaque chasseur. Alors pourquoi est-ce qu'on chasse ? Donc il y a des dégâts aux cultures dont on a parlé, qui sont contenus en l'occurrence en Valais. Il y a des dommages qui sont peu quantifiables aux jeunes pousses par les chevreuils. Hein. Et il y a cette régénération des forêts qui est recommandée par l'OFEV. Il y a eu une évaluation qui a été faite en 2013 où ils estiment que sur 85% de la surface forestière valaisanne, il y en aurait 15% qui subiraient un abrutissement pouvant mener à la disparition d'une essence. Ça, typiquement, pour un non-chasseur, c'est intéressant d'avoir ces éléments, je pense, pour qu'ils puissent un petit peu comprendre pourquoi est-ce qu'on chasse. Je n'ai pas mis l'aspect culturel de la chasse au chamois, bien évidemment, qui est très implanté en Valais. Et puis alors comment on chasse? Donc il y a cet arrêté quinquennal, et puis il y a des avenants annuels qui sont adaptés selon les objectifs. Il y a des plans de tir qui sont discutés avec la commission consultative, et ça de nouveau c'est très important à mettre en avant, parce que ça veut dire que les représentants des associations de protection valident et sont au courant des plans de chasse, parce qu'en tant que non-chasseur on n'a pas conscience. Il y a des bracelets qui sont donnés, donc en l'occurrence pour le chamois, il y a 3 bracelets qui sont donnés par chasseur. Et puis si il y a un type d'animaux, c'est-à-dire des jeunes femelles chétives ou des femelles de plus de 12 ans et demi, de 11 ans et demi, à ce moment-là, il y a un bracelet supplémentaire qui est donné. Donc ça veut dire qu'on est entre 3 bracelets et 4 bracelets, ce qui montre que c'est très très réglementé quand même. Hein. Donc le bracelet est fixé sur le jarret avant le transport de l'animal, c'est important. Et puis il y a inscription dans le carnet de contrôle. Tout ongulé qui est abattu en Valais est présenté à un garde dans la circonscription. Et puis il y a des contrôles aléatoires qui peuvent se faire par les gardes sur le terrain. Alors voilà, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Et j'espère que vous n'êtes pas trop embêtés. Moi, vraiment, mon objectif, c'est de pouvoir communiquer sur la chasse avec les chasseurs. Je suis convaincue, même si certaines personnes ne sont pas de cet avis, en tout cas je sais que certains chasseurs ne pensent pas ça, mais moi je suis convaincue qu'à Genève la chasse c'est tabou, on a peur d'en parler, les chasseurs ont peur de parler de la chasse parce qu'ils ont peur de perdre certaines choses. Là on parle de la chasse-régulation, mais qu'est-ce qu'il en serait de la chasse au petit gibier? Eh bien la chasse au petit gibier, si elle est décrite précisément, je pense qu'elle ne va pas être perdue par les chasseurs. Mais le fait de rester dans ce monde qui est en fait très privé, enfin c'est un peu un cercle privé où vous restez entre vous, mais vous ne communiquez pas au niveau des autres groupes d'acteurs, et ben ça fait que la chasse est de plus en plus en péril. Parce que même si tout se passe bien pour le moment, etc., ce qu'on entend dans les médias, c'est plutôt les personnes qui sont contre la chasse et qui de plus en plus prennent de l'importance au niveau de l'opinion du grand public, simplement parce que le grand public n'a pas connaissance de ce que c'est la chasse. Voilà. Je remercie Benoît Martinet qui m'a aidé à récolter ces informations sur la chasse valaisanne. Alors je vous remercie beaucoup.